Chapitre 5 Arabian Tunnel. Ce jour même, je rapportai à Conseil et à Ned Land la partie de cette conversation qui les intéressait directement. Lorsque je leur appris que, dans 2 jours, nous serions au milieu des eaux de la Méditerranée, Conseil battit des mains, mais le Canadien haussa les épaules. « Un tunnel sous-marin !» s'écria-t-il. « Une communication entre les 2 mers. Qui a jamais entendu parler de cela ?» « Ami Ned, » répondit Conseil, « aviez-vous jamais entendu parler du Nautilus ? Non, il existe, cependant. Donc, ne haussez pas les épaules si légèrement, et ne repoussez pas les choses sous prétexte que vous n'en avez jamais entendu parler. »« Nous verrons bien, » riposta Ned Land en secouant la tête. « Après tout, je ne demande pas mieux que de croire à son passage, à ce capitaine. Et fasse le ciel qu'il nous conduise, en effet, dans la Méditerranée. » Le soir même, par 21° 30' de latitude nord, le Nautilus, flottant à la surface de la mer, se rapprocha de la côte arabe. J'aperçus Djeddah, important comptoir de l'Égypte, de la Syrie, de la Turquie et des Indes. Je distinguai assez nettement l'ensemble de ces constructions, les navires amarrés le long des quais, et ceux que leur tirant d'eau obligeait à mouiller en rade. Le soleil, assez bas sur l'horizon, frappait en plein les maisons de la ville et faisait ressortir leur blancheur. En dehors, quelques cabanes de bois ou de roseaux indiquaient le quartier habité par les Bédouins. Bientôt, Djeddah s'effaça dans les ombres du soir et le Nautilus rentra sous les eaux légèrement phosphorescentes. Le lendemain, 10 février, plusieurs navires apparurent qui couraient à contrebord de nous. Le Nautilus reprit sa navigation sous-marine, mais à midi, au moment du point, la mer étant déserte, il remonta jusqu'à sa ligne de flottaison. Accompagné de Ned et de Conseil, je vins m'asseoir sur la plateforme. La côte, à l'est, se montrait comme une masse à peine estompée dans un humide brouillard. Appuyés sur les flancs du canot, nous causions de choses et d'autres, quand Ned Land, tendant sa main vers un point de la mer, me dit « Voyez-vous là quelque chose, monsieur le professeur ?»« Non, Ned, répondis-je, mais je n'ai pas vos yeux, vous le savez. »« Regardez bien, reprit Ned, là, par tribord devant, à peu près à la hauteur du fanal. Vous ne voyez pas une masse qui semble remuer ?»« En effet, dis-je, après une attentive observation, j'aperçois comme un long corps noirâtre à la surface des eaux. »« Un autre Nautilus ?» dit Conseil. « Non, répondit le Canadien, mais je me trompe fort, ou c'est là quelque animal marin. »« Y a-t-il des baleines dans la mer Rouge ?» demanda Conseil. « Oui, mon garçon, répondis-je, on en rencontre quelquefois. »« Ce n'est point une baleine, reprit Ned Land, qui ne perdait pas des yeux l'objet signalé. Les baleines et moi, nous sommes de vieilles connaissances, et je ne me tromperai pas à leur allure. »« Attendons, dit Conseil, le Nautilus se dirige de ce côté, et avant peu, nous saurons à quoi nous en tenir. » En effet, cet objet noirâtre ne fut bientôt qu'à 1 mille de nous. Il ressemblait à un gros écueil échoué en pleine mer. Qu'était-ce ? Je ne pouvais encore me prononcer. « Ah, il marche, il plonge !» s'écria Ned Land. « Mille diables ! Quel peut être cet animal ? Il n'a pas la queue bifurquée comme les baleines ou les cachalots, et ses nageoires ressemblent à des membres tronqués. »« Mais alors, fis-je ? »« Bon, reprit le Canadien, le voilà sur le dos, et il dresse ses mamelles en l'air. »« C'est une sirène !» s'écria Conseil. « Une véritable sirène ! N'en déplaise à monsieur ?» Ce nom de sirène me mit sur la voie, et je compris que cet animal appartenait à cet ordre d'êtres marins dont la fable a fait les sirènes, moitié femmes et moitié poissons. « Non, dis-je à Conseil, ce n'est point une sirène, mais un être curieux dont il reste à peine quelques échantillons dans la mer Rouge. C'est un dugong, ordre des siréniens, groupe des pisciformes, sous-classe des monodelphiens, classe des mammifères, embranchement des vertébrés, » répondit Conseil. Et lorsque Conseil avait ainsi parlé,
Il n'y avait plus rien à dire. Cependant, Ned Land regardait toujours. Ses yeux brillaient de convoitise à la vue de cet animal. Sa main semblait prête à le harponner. On eût dit qu'il attendait le moment de se jeter à la mer pour l'attaquer dans son élément. « Oh, monsieur, me dit-il d'une voix tremblante d'émotion. Je n'ai jamais tué de cela. » Tout le harponneur était dans ce mot. En cet instant, le capitaine Nemo parut sur la plateforme. Il aperçut le dugong. Il comprit l'attitude du Canadien et, s'adressant directement à lui, « Si vous teniez un harpon, maître Land, est-ce qu'il ne vous brûlerait pas la main ?»« Comme vous dites, monsieur. » « Et il ne vous déplairait pas de reprendre, pour un jour, votre métier de pêcheur et d'ajouter ce cétacé à la liste de ceux que vous avez déjà frappés ?»« Cela ne me déplairait point. »« Eh bien, vous pouvez essayer. »« Merci, monsieur, » répondit Ned Land, dont les yeux s'enflammèrent. « Seulement, » reprit le capitaine, « je vous engage à ne pas manquer cet animal, et cela dans votre intérêt. »« Est-ce que ce dugong est dangereux à attaquer ?» demandai-je, malgré le haussement d'épaule du Canadien. « Oui, quelquefois, » répondit le capitaine. « Cet animal revient sur ses assaillants et chavire leur embarcation. Mais pour maître Land, ce danger n'est pas à craindre. Son coup d'œil est prompt, son bras est sûr. Si je lui recommande de ne pas manquer ce dugong, c'est qu'on le regarde justement comme un fin gibier. Et je sais que maître Land ne déteste pas les bons morceaux. »« Ah, fit le Canadien, cette bête-là se donne aussi le luxe d'être bonne à manger. »« Oui, maître Land, sa chair, une viande véritable, est extrêmement estimée, et on la réserve dans toute la Malaisie pour la table des princes. Aussi fait-on à cet excellent animal une chasse tellement acharnée que, de même que le lamantin, son congénère, il devient de plus en plus rare. »« Alors, monsieur le capitaine, dit sérieusement Conseil, si par hasard celui-ci était le dernier de sa race, ne conviendrait-il pas de l'épargner dans l'intérêt de la science ?»« Peut-être, répliqua le Canadien, mais dans l'intérêt de la cuisine, il vaut mieux lui donner la chasse. »« Faites donc, maître Land, répondit le capitaine Nemo. En ce moment, 7 hommes de l'équipage, muets et impassibles, comme toujours, montèrent sur la plateforme. L'un portait un harpon et une ligne semblable à celle qu'emploient les pêcheurs de baleines. Le canot fut déponté, arraché de son alvéole, lancé à la mer. 6 rameurs prirent place sur leur banc et le patron se mit à la barre. Ned, Conseil et moi, nous nous assîmes à l'arrière. « Vous ne venez pas, capitaine ?» demandai-je. « Non, monsieur, mais je vous souhaite une bonne chasse. » Le canot déborda et, enlevé par ses 6 avirons, il se dirigea rapidement vers le dugong qui flottait alors à 2 miles du Nautilus. Arrivé à quelques encablures du cétacé, il ralentit sa marche et les rames plongèrent sans bruit dans les eaux tranquilles. Ned Land, son harpon à la main, alla se placer debout sur l'avant du canot. Le harpon, qui sert à frapper la baleine, est ordinairement attaché à une très longue corde qui se dévide rapidement lorsque l'animal blessé l'entraîne avec lui. Mais ici, la corde ne mesurait pas plus d'une dizaine de brasses et son extrémité était seulement frappée sur un petit baril qui, en flottant, devait indiquer la marche du dugong sous les eaux. Je m'étais levé et j'observais distinctement l'adversaire du Canadien. Ce dugong, qui porte aussi le nom d'alicor, ressemblait beaucoup au lamantin. Son corps oblong se terminait par une caudale très allongée et ses nageoires latérales par de véritables doigts. Sa différence avec le lamantin consistait en ce que sa mâchoire supérieure était armée de 2 dents longues et pointues qui formaient de chaque côté des défenses divergentes. Ce dugong, que Ned Land se préparait à attaquer, avait des dimensions colossales et sa longueur dépassait au moins 7 mètres. Il ne bougeait pas
et semblait dormir à la surface des flots, circonstance qui rendait sa capture plus facile. Le canot s'approcha prudemment à 3 brasses de l'animal. Les avirons restèrent suspendus sur leurs dames. Je me levai à demi. Ned Land, le corps un peu rejeté en arrière, brandissait son harpon d'une main exercée. Soudain, un sifflement se fit entendre, et le dugong disparut. Le harpon, lancé avec force, n'avait frappé que l'eau, sans doute. « Mille diables !» s'écria le Canadien furieux. « Je l'ai manqué !»« Non, dis-je, l'animal est blessé. Voici son sang, mais votre engin ne lui est pas resté dans le corps. »« Mon harpon ! Mon harpon !» s'écria Ned Land. Les matelots se remirent à nager, et le patron dirigea l'embarcation vers le baril flottant. Le harpon repêché, le canot se mit à la poursuite de l'animal. Celui-ci revenait de temps en temps à la surface de la mer pour respirer. Sa blessure ne l'avait pas affaibli, car il filait avec une rapidité extrême. L'embarcation, manœuvrée par des bras vigoureux, volait sur ses traces. Plusieurs fois, elle l'approcha à quelques brasses, et le Canadien se tenait prêt à frapper. Mais le dugong se dérobait par un plongeon subit, et il était impossible de l'atteindre. On juge de la colère qui surexcitait l'impatient Ned Land. Il lançait au malheureux animal les plus énergiques jurons de la langue anglaise. Pour mon compte, je n'en étais encore qu'au dépit de voir le dugong déjouer toutes nos ruses. On le poursuivit sans relâche pendant 1 heure, et je commençais à croire qu'il serait très difficile de s'en emparer, quand cet animal fut pris d'une malencontreuse idée de vengeance dont il eut à se repentir. Il revint sur le canot pour l'assaillir à son tour. Cette manœuvre n'échappa point au Canadien. « Attention !» dit-il. Le patron prononça quelques mots de sa langue bizarre, et sans doute il prévint ses hommes de se tenir sur leur garde. Le dugong, arrivé à 20 pieds du canot, s'arrêta, huma brusquement l'air avec ses vastes narines, percées non à l'extrémité, mais à la partie supérieure de son museau. Puis, prenant son élan, il se précipita sur nous. Le canot ne put éviter son choc. À demi renversé, il embarqua 1 ou 2 tonnes d'eau qu'il fallut vider. Mais grâce à l'habileté du patron, abordé de biais et non de plein, il ne chavira pas. Ned Land, cramponné à l'étrave, lardait de coups de harpon le gigantesque animal qui, de ses dents incrustées dans le plat-bord, soulevait l'embarcation hors de l'eau comme un lion fait d'un chevreuil. Nous étions renversés les uns sur les autres, et je ne sais trop comment aurait fini l'aventure si le Canadien, toujours acharné contre la bête, ne l'eût enfin frappé au cœur. J'entendis le grincement des dents sur la tôle, et le dugong disparut, entraînant le harpon avec lui. Mais bientôt, le baril revint à la surface, et peu d'instants après, apparut le corps de l'animal, retourné sur le dos. Le canot le rejoignit, le prit à la remorque et se dirigea vers le Nautilus. Il fallut employer des palans d'une grande puissance pour hisser le dugong sur la plateforme. Il pesait 5000 kilogrammes. On le dépeça sous les yeux du Canadien, qui tenait à suivre tous les détails de l'opération. Le jour même, le steward me servit au dîner quelques tranches de cette chair habilement apprêtée par le cuisinier du bord. Je la trouvais excellente, et même supérieure à celle du veau, sinon du bœuf. Le lendemain, 11 février, l'office du Nautilus s'enrichit encore d'un gibier délicat. Une compagnie d'hirondelles de mer s'abattit sur le Nautilus. C'était une espèce de Sterna nilotica particulière à l'Égypte, dont le bec est noir, la tête grise et pointillée, l'œil entouré de points blancs, le dos, les ailes et la queue grisâtre, le ventre et la gorge blancs, les pattes rouges. On prit aussi quelques douzaines de canards du Nil, oiseaux sauvages d'un haut goût, dont le cou et le dessus de la tête sont blancs et tachetés de noir. La vitesse du Nautilus était alors modérée. Il s'avançait en flânant, pour ainsi dire. J'observais que l'eau de la mer Rouge devenait de moins en moins salée à mesure que nous approchions de Suez.
Vers 5 heures du soir, nous relevions au nord le cap de Ras Mohammed. C'est ce cap qui forme l'extrémité de l'Arabie pétrée, comprise entre le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba. Le Nautilus pénétra dans le détroit de Jubal qui conduit au golfe de Suez. J'aperçus distinctement une haute montagne dominant entre les deux golfes le Ras Mohammed. C'était le mont Horeb, ce Sinaï, au sommet duquel Moïse vit Dieu face à face, et que l'esprit se figure incessamment couronné d'éclairs. À 6 heures, le Nautilus, tantôt flottant, tantôt immergé, passait au large de Tor, assise au fond d'une baie dont les eaux paraissaient teintées de rouge, observation déjà faite par le capitaine Nemo. Puis, la nuit se fit, au milieu d'un lourd silence que rompait parfois le cri du pélican et de quelques oiseaux de nuit, le bruit du ressac, irrité par les rocs, ou le gémissement lointain d'un steamer battant les eaux du golfe de ses pales sonores. De 8 à 9 heures, le Nautilus demeura à quelques mètres sous les eaux. Suivant mon calcul, nous devions être très près de Suez. À travers les panneaux du salon, j'apercevais des fonds de rochers vivement éclairés par notre lumière électrique. Il me semblait que le détroit se rétrécissait de plus en plus. À 9h15, le bateau étant revenu à la surface, je montais sur la plateforme. Très impatient de franchir le tunnel du capitaine Nemo, je ne pouvais tenir en place et je cherchais à respirer l'air frais de la nuit. Bientôt, dans l'ombre, j'aperçus un feu pâle, à demi décoloré par la brume, qui brillait à 1 mille de nous. « Un phare flottant », dit-on près de moi. Je me retournai et je reconnus le capitaine. « C'est le feu flottant de Suez », reprit-il. « Nous ne tarderons pas à gagner l'orifice du tunnel. » L'entrée n'en doit pas être facile ? Non, monsieur. Aussi, j'ai pour habitude de me tenir dans la cage du timonier pour diriger moi-même la manœuvre. Et maintenant, si vous voulez descendre, monsieur Aronnax, le Nautilus va s'enfoncer sous les flots, et il ne reviendra à leur surface qu'après avoir franchi l'Arabian Tunnel. Je suivis le capitaine Nemo. Le panneau se ferma, les réservoirs d'eau s'emplirent, et l'appareil s'immergea d'une dizaine de mètres. Au moment où je me disposais à regagner ma chambre, le capitaine m'arrêta. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous plairait-il de m'accompagner dans la cage du pilote ?»« Je n'osais vous le demander, » répondis-je. « Venez donc, vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation à la fois sous-terrestre et sous-marine. » Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central. À mi-rampe, il ouvrit une porte, suivit les coursives supérieures et arriva dans la cage du pilote qui, on le sait, s'élevait à l'extrémité de la plateforme. C'était une cabine mesurant 6 pieds sur chaque face, à peu près semblable à celle qu'occupent les timoniers des steamboats du Mississippi ou de l'Hudson. Au milieu se manœuvrait une roue disposée verticalement, engrenée sur les drosses du gouvernail qui couraient jusqu'à l'arrière du Nautilus. 4 hublots de verre lenticulaires, évidés dans les parois de la cabine, permettaient à l'homme de barre de regarder dans toutes les directions. Cette cabine était obscure, mais bientôt mes yeux s'accoutumèrent à cette obscurité, et j'aperçus le pilote, un homme vigoureux dont les mains s'appuyaient sur les jantes de la roue. Au dehors, la mer apparaissait vivement éclairée par le fanal qui rayonnait en arrière de la cabine, à l'autre extrémité de la plateforme. « Maintenant, » dit le capitaine Nemo, « cherchons notre passage. » Des fils électriques reliaient la cage du timonier avec la chambre des machines, et de là, le capitaine pouvait communiquer simultanément à son Nautilus la direction et le mouvement. Il pressa un bouton de métal, et aussitôt, la vitesse de l'hélice fut très diminuée. Je regardais en silence la haute muraille très accore que nous longions en ce moment, inébranlable base du massif sableux de la côte. Nous la suivîmes ainsi pendant 1 heure, à quelques mètres de distance seulement. Le capitaine Nemo ne quittait pas du regard
la boussole suspendue dans la cabine à ses 2 cercles concentriques. Sur un simple geste, le timonier modifiait à chaque instant la direction du Nautilus. Je m'étais placé au hublot de bâbord et j'apercevais de magnifiques substructions de coraux, des zoophytes, des algues et des crustacés agitant leurs pattes énormes qui s'allongeaient hors des anfractuosités du roc. À 10h15, le capitaine Nemo prit lui-même la barre. Une large galerie, noire et profonde, s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra hardiment. Un bruissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs. C'étaient les eaux de la mer Rouge, que la pente du tunnel précipitait vers la Méditerranée. Le Nautilus suivait le torrent, rapide comme une flèche, malgré les efforts de sa machine qui, pour résister, battait les flots à contre-hélice. Sur les murailles étroites du passage, je ne voyais plus que des raies éclatantes, des lignes droites, des sillons de feu tracés par la vitesse sous l'éclat de l'électricité. Mon cœur palpitait et je le comprimais de la main. À 10h35, le capitaine Nemo abandonna la roue du gouvernail et, se retournant vers moi, « La Méditerranée », me dit-il. En moins de 20 minutes, le Nautilus, entraîné par ce torrent, venait de franchir l'isthme de Suez.